Ironhide, page 84. Général, je suis au point Zoulou comme convenu. Fin de l'opération. Terminé. Bien, restez-y, nous arrivons, fit Harry. 10 minutes après, une limousine noire escortée par un motard de l'armée américaine arriva sur la piste. Harry descendit. Wilde, veuillez me suivre, dit l'officier supérieur. Tony prit place à côté du général dans la limousine noire au verre fumé d'allure austère qui démarra à toute allure. Le pilote de l'hélico salua le cortège. Commandant Wilde, Ironhide n'est pas un agent de l'Est. Aucune piste de nos services n'a abouti pour le prouver. En plus de cela, Ironhide n'est pas grec. Son origine est sous la mention undisclosed, inconnue. Il aurait été élevé dans une maison de bienfaisance, orphelin de père et de mère en Savoie. Il a émigré par la suite en Grèce et ici serait installé, d'où son nom Kourodakis. Brillant, Ironhide s'est lancé plus tard dans la construction de radars. D'après ce que nous savons, il aurait créé et vendu des radars aux Russes. Et c'est tout ce que nous savons de ses tribulations avec l'ex-URSS. Les circonstances l'ont rapproché du président des États-Unis d'Amérique et en ont fait une espèce d'intouchable. Nous n'avons aucune preuve qu'il travaille pour une puissance étrangère, aucune. Général, sans être indiscret, pourquoi ne pas rassembler en même lieu Thomas Hawker et Yannis Kourodakis? Nous nous assurons du fait que nous n'avons pas affaire à un sosie. Excellente idée, Wilde. Le général prit un téléphone rouge et contacta un de ses multiples services de renseignement. Ici le général Harry. Veuillez me mettre en liaison avec l'armateur Hawker. Thomas Hawker, le plus vite possible. Puis il raccrocha. La Cadillac noire se dirigeait vers un club de l'aviation militaire. Wilde se doucha et se détendit en nageant dans une piscine. De temps en temps, des chasseurs passaient dans le ciel au-dessus de la base en un bruit assourdissant. Wilde, le président m'a téléphoné. Il est mécontent. Grosse bavure, m'a-t-il dit. Il veut que je relâche Ironhide au plus vite. Nous n'avons aucune preuve, général. Ironhide n'est pas un espion ennemi de notre nation. Du moins, nous chercherons à le prouver. Je vais le traiter en prince, le gâter, ce Ironhide, jusqu'à l'arrivée de Thomas Hawker. Après, on verra bien. Ironhide arriva devant nos deux amis sous bonne garde de soldats marines. Il avait l'air plus serein. Wilde lui parla en ces termes. « Je suis désolé de vous avoir si malmené, monsieur Kourodakis. Je vous présente mes excuses. Sachez que je n'ai fait qu'exécuter les ordres. Les gens sont si mal intentionnés. » Le grec commanda un grand plat de calmar frit avec une sauce cocktail, une salade de cocktail de crevettes et du vin blanc, un excellent cru. Il invita Harry et Tony à s'asseoir à sa table. L'atmosphère se détendit. Ironhide prit la parole. « Je ne suis pas ce que vous croyez. Je ne travaille pas pour une puissance étrangère. »« Mais vous avez les plans de notre avion, reprit le général. »« Non, dit franchement le grec. Je n'ai pas de plan du tout, continua-t-il d'un ton sec. Un groupe fit irruption composé de 5 types. Ils portaient des pardessus bleu pétrole. Le plus âgé du groupe s'approcha du général et dit « Bon après-midi, monsieur. Nous sommes du FBI. » L'homme tendit sa carte vers les yeux de Wilde et du général Harry. « Êtes-vous le général Harry Stevenson ?»« Oui, fit Harry d'un ton ferme. » L'homme claqua des doigts. L'un des hommes avec lui tenait une valise d'apparence blindée. Il la posa doucement sur la table et l'ouvrit. Il dit « Mon général, j'ai les microfilms qui ont été retrouvés sur le corps de Karla Rudowski, dont je ne vous préciserai pas la nationalité. Selon le rapport d'autopsie, après une longue traque, la jeune femme a été contrainte de s'enfermer chez un ami. Elle aurait reçu alors une fléchette empoisonnée de curare d'après l'enquête balistique, d'une fenêtre ouverte. Le laboratoire explique qu'il s'agirait d'une arme peu utilisée et rare, une sarbacane métallique, l'aurait prise comme cible, selon les analyses des métaux sur la fléchette d'une fenêtre de l'immeuble voisin. C'est un travail de professionnel. Karlan a tout juste eu le temps de passer le coup de fil pour expliquer le danger et sa situation par numéro spécial. Sa filiale a réagi en appelant la police sur les lieux. L'homme qui l'a tué n'a pas eu le temps de s'emparer des plans. On en déduit la conclusion suivante, c'est que les plans n'ont pas pu être copiés. Lieutenant Clark, police criminelle, FBI. Le général scruta le microfilm de ses yeux clairs. Il jeta un rapide regard vers Kourodakis qui mangeait tranquillement son plat de calmar. Yannis Kourodakis
alias Iron Head. L'air gêné lui dit « Vous allez me retenir longtemps, général ?» Tony Wilde se leva. Il commençait à faire frais. Il quitta le général. « Général, tout est clair à présent. Je dois prendre congé de vous. Vous savez où me contacter. Au revoir. » Et mes respects. Saluant, Wilde se dirigea vers une chambre où il changea d'habit. Il quitta la base aérienne dans un fourgon de la police militaire vers la ville proche. Un hôtel surplombait cette région. Tony prit une chambre avec douche, se rasa et s'endormit. Le lendemain, en matinée, il prit l'avion pour Boston. Arrivé chez lui, il ouvrit la boîte aux lettres. Il s'y trouvait visiblement une enveloppe. Wilde la saisit et se dirigea vers l'ascenseur. Il entra peu après dans son appartement. Wilde s'assit dans un grand fauteuil blanc en cuir. Il se servit une bière glacée et tout en la dégustant, il ouvrit l'enveloppe. Wilde sursauta légèrement lorsqu'il vit Hélène écrit au bas de la lettre. Elle lui avait laissé le message suivant. « Appelle-moi au numéro ci-dessus dès que possible. C'est mon tour de t'inviter à déjeuner. » Le téléphone sonna. Wilde décrocha. « Oui, qui est-ce ?»« C'est moi, Tony. J'ai relâché le grec, dit le général. »« Le grec est trop puissant, général. Il a une couverture spéciale militaire chez lui et j'ai la nette impression qu'il nous ment. » « Nous mentir? Oui, général. Le grec a les plans de l'avion drone. Quelque chose que je ne saurais vous expliquer me le dit. » « Vous avez flairé quelque chose d'anormal chez lui, Wilde? Faites-le surveiller, en vérité. Bien chercher à savoir s'il avait une liaison avec Carla. »« Excellente idée, Wilde. Vous êtes un génie, lança le général. L'homme aux cheveux blancs raccrocha son téléphone rouge. Wilde pensa à Hélène. Il décida de lui passer un coup de fil. Tony se mit à l'aise dans un grand pyjama léger et chaud. Il ouvrit une autre canette de bière, alluma son poste de télévision. « Il va me devoir déjeuner bientôt midi, se dit-il. Puis, saisissant son portable, il composa le numéro d'Hélène Curtis. « Hi, Hélène. »« Ah, c'est toi, Tony. Quelle bonne surprise. J'ai trouvé ta lettre et je t'ai contacté le plus vite possible, lança-t-il. Wilde reprit la conversation de plus belle. « Si nous prenions des vacances, Hélène, nous irions à Disneyland, s'amuser quelques jours. Pourquoi pas, ce serait une excellente idée. Rendez-vous demain, Hélène, au King Arthur, sur la 3rd Street, à midi précise, d'accord? »« C'est d'accord, répondit Hélène. Au même moment, le général Harry Stevenson se délectait d'un verre de whisky très vieux chez lui, tranquillement. « Pas mal cette marque écossaise, Helena Camberley, c'est un 50 ans, rare, très chère épouse. Tu devrais boire moins, chérie, t'as passé l'âge d'ingurgiter 3 verres de suite on the rocks, reprit la générale. Tu sais, ils se sont désistés de me donner le commandement dans l'Adriatique, chérie. Je devais y aller avec un régiment d'hélicoptères anti-chars et sur le porte-hélicoptère USS Wine. Mais il y aurait un nouveau bâtiment de l'Alliance US Air Force et US Navy, dit Harry doucement. Que Dieu bénisse l'Amérique, ma bien-aimée, dit le général Harry en avalant le verre de whisky d'une seule traite. Tout à coup, le téléphone sonna. C'est pour toi, mon alligator, lança la générale. Oui, ici le général Harry Stevenson, répondit-il. Stevenson Harry. Allô, Harry, il y a une bande de coyotes en Europe qui foutent le désordre. On a besoin de toi, Harry, pour leur caresser les reins. Monsieur le président, mes respects, ah oui, mais selon le Pentagone, cette opération a été annulée, dit Stevenson. L'ordre du jour, le Sénat et la bonne morale américaine, la vieille morale américaine, s'est imposée, Harry. Peux-tu faire quelque chose pour nous, dit le président. Si c'est la vieille morale sudiste, c'est perdu d'avance, monsieur le président. Si c'est l'Amérique entière, je suis partant. Avec quelques copains, excusez mon langage familier, monsieur le président. Ce n'est pas bien grave, Harry, ce n'est pas vraiment l'heure de vous appeler. Ils sont vraiment devenus méchants, là-bas, Stevenson, reprit le président des États-Unis. On va essayer de faire quelque chose, mais respect, monsieur, lança le général au regard d'acier. Au revoir, Harry, et merci. Le président raccrocha. Stevenson éteignit son portable. Foutu épurateur ethnique, pas moyen de se reposer avec vous, bande de coyotes, pas moyen d'avoir la paix. Le général Harry Stevenson se tourna vers Camberley. Chérie, je pense à ma pauvre mère, Abigail, et j'ai envie de la rejoindre. Elle me manque depuis toutes ces années. Mais je te jure pas avant d'avoir fait quelque chose pour les opprimer. Ma pauvre mère me disait, Harry, si tu veux toujours gagner, ne fais pas de mal à la veuve et l'opprimée. Le téléphone sonna de nouveau, Harry décrocha. Général Harry Stevenson de l'US Air Force? Général, ici l'OTAN, nous avons besoin de vous. Ils ont des problèmes au Kosovo. Il paraît que vous pouvez faire quelque chose avec un régiment d'Apaches.
Ici le général Bradley qui vous parle. Peut-être, général, mais nous avons besoin de l'appui de la marine, de l'US Navy pour nous aider. Mais alors, dans ce cas, enlevez-moi tous ces lézards de soldats poupons de l'ONU, tous ces bébés barboteurs habillés de bleu doivent dégager. Pas de casque bleu, général? Bien, répondit Bradley. Bien sûr, la cavalerie de l'air, général, est alliée aux Indiens contre ces foutus à la sauce de 45, répondit le général Stevenson. À bientôt, général. Et Bradley raccrocha. Le général Harry Stevenson resta un moment pensif, puis se leva la tête gaie. Il enlaça sa femme, la regarda de ses yeux bleus. Sa chevelure était d'un blanc argenté vif, bien coiffée. Chérie, ils vont me donner le commandement de l'USS John Wayne, un porte-hélicoptère, tout ce qu'il y a de nouveau. Sois à la hauteur, Harry, et on fêtera la Noël avec tes amis au Wyoming. Au même moment, un groupe d'officiers entra dans le salon en uniforme de l'armée des États-Unis. L'un d'eux fit un garde à vous, et décontracté, il reprit. « Harry, j'ai besoin de te voir seul. »« Ça alors, Anthony, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben et Mathusalem, mais qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Je vous croyais réformés, expliqua Stevenson ahuri de joie. L'OTAN m'a promu au rang de commandant en chef du porte-avions nucléaire USS Hollywood. L'USS Hollywood, mais c'est notre plus grand bâtiment, dit Harry. Mathusalem est spécialisé dans les télécommunications de l'US Air Force et de la Navy. Ben, sacré vieux pote, tu ne veux pas un verre, lança le général en ouvrant la petite portière d'un bar. Ça fait longtemps, les gars, qu'on n'a pas trinqué comme ça. Une bonne paire de décennies, les gars, je sais pas. Je me sens heureux, expliqua Stevenson. Il paraît qu'il déconne là-bas, les gars, lança Stevenson. Oui, beaucoup, Harry. Il y a une bande de coyotes qui se prennent pour je ne sais quoi, dit Ben. Mathusalem était un officier de couleur âgée. Il avait vu beaucoup de batailles qu'il avait gagnées. J'ai un vieux copain, dit-il, de l'autre côté de l'Atlantique, un gars sympa, un pote qui m'avait sauvé la vie à Dunkerque. Il paraît qu'il est devenu pirate sur les bords, un mercenaire qui n'est pas d'accord avec ce que font certains dans l'Adriatique. À ce qu'il paraît, il s'est spécialisé dans les sous-marins. Un vieux cachalot, reprit Anthony. Mais les gars, vous êtes réformés, vous êtes retired, dit doucement Harry. À ce qu'il paraît, on voudrait y mettre d'une autre, se rappeler l'odeur des cigares et de l'engueulade, dirent-ils tous en chœur. Ils nous emmerdent de plus en plus, il paraît qu'ils tuent rien que pour jouer. C'est de foutus numéros. Les quatre amis prirent un long drink et écoutèrent de la musique. Madame la générale était allée se coucher. Stevenson était gai, il souriait sans cesse. « Je suis colonel, Harry, » lança Mathusalem. « Ces connards, tu sais ce qu'ils disent? » « Non, dit franchement Harry. « Ils disent que les généraux se laissent caresser les fesses maintenant. Ils disent qu'on n'est plus que des Harry. »« Ils disent ça, c'est, » lança Stevenson d'un temps changeant. « Il faut qu'ils payent pour tous leurs crimes, Harry, » hurla Anthony. « Tu veux un autre verre? » lui dit Mathusalem en lui tendant un verre de whisky écossais plein à ras-bord. Le général Harry Stevenson but quelques gorgées. « Attendez, les gars, une petite minute, j'ai un coup de fil à donner, » lança Stevenson en se levant. Le général Harry se dirigea vers une belle bibliothèque de bois verni. Il saisit un bloc-notes rouge et chercha un numéro de téléphone. « Peter Bishop, voilà, se dit-il. » Harry composa le numéro, les yeux pleins de rage et de joie. Au bout d'un instant, la ligne de téléphone sonna occupée. Harry, les yeux exorbités, recomposa, puis une voix se fit entendre. « Yes, c'est toi, Peter, dit doucement Harry. « C'est Peter Bishop à l'appareil, que voulez-vous » répondit celui-ci. « Peter, c'est moi, tu me reconnais » répliqua Harry. « Harry, nom de mille cornemuses pétantes, toi à l'appareil !»« Ça fait un sacré moment qu'on s'est pas vu, vieux pote. Toujours le whisky !» répliqua l'Américain. « Qu'est-ce qui t'a pris de m'appeler aujourd'hui? J'ai de vieux copains de l'armée avec moi ici. Il y a Ben, Mathusalem et Anthony. Et alors, vieux loup de mer? » « Ça va, j'ai ma femme avec moi et je suis bien, dit Peter. « Tu pètes le feu, déclara le général en un mouvement de main. « Ah, c'est bon, Harry, toujours le même, dit Bishop. « On a un truc à te proposer, Peter, dit Stevenson. « Quoi donc, répondit Peter Bishop. « Il y a une bande de têtes de Turcs qui disent qu'on n'a plus de... et qu'on se laisse caresser les fesses, nous les généraux de l'Ouest. Il paraît que c'est devenu méchant dans les Balkans. Anthony qui a reçu le commandement de l'USS Hollywood. Et je dois diriger l'USS John Wayne. »« Non, pas possible. Ils veulent un vieux cachalot de ton espèce. »« Mais qu'est-ce que je raconte? Je veux t'avoir avec moi, pirate, déclara Harry. »« Se laisser caresser les fesses, et puis quoi encore? Nom d'une pipe, on va leur montrer de quelle couleur est la culotte de grand-mère. »« Harry, j'amène avec moi mes copains. » Harry ne quitte pas. « Mais qui sont ces deux balles de golf? » lança Bishop. «
Peter, je t'en dis pas plus, j'en ai par-dessus la peau des fesses. Bye, et il raccrocha. Le général américain se dirigea vers ses amis. Je me sens rajeuni, les potes, tout à coup. C'est bizarre, lança-t-il. Le groupe était occupé à trinquer. Anthony prit la parole. On devrait fêter notre départ, les gars. Whisky à gogo et femmes nues à déguster sans toucher, quitte à réveiller nos vieux démons. Stevenson se dirigea vers l'hi-fi et mit un disque compact de Whitney Houston. Il bougea sa tête de l'avant vers l'arrière et de gauche à droite de façon cadencée, au rythme de la musique. « Yeah, yeah, my name is not Susan » fit-il. Mathusalem trembla ses doigts. « Yes, man, super, ça fait longtemps que je me suis pas senti aussi bien. » Ils passèrent une bonne demi-heure à se détendre en racontant le passé. L'atmosphère était très détendue. Stevenson offrit des cigares. « Il y a bon moral, les gars, dit-il. » Il les quitta un instant. Pour s'habiller, il revêtit son uniforme décoré de Lucer Force bleu pétrole. « On va faire un tour dehors, les mecs, dit-il. Il appela au téléphone. « Sergent, avancez-moi la vieille Willis verte matriculée en blanc. » Stevenson prit le volant. Anthony prit place à côté de lui. Mathusalem et Ben étaient derrière. Il alluma les phares et démarra en direction de la ville. L'air était frais. « On a l'air franchement secoué sur ce tas de ferraille, les gars. » Ils allèrent à un club privé où se rencontraient les officiers et les gens célèbres. Des videurs et des vigiles les saluèrent à l'entrée. La dent de diamant est le club In ici, les gars, fit le général Stevenson. L'intérieur était luxueux, bien décoré. L'ambiance était très sélecte et les gens posaient. Il s'y trouvait des officiers de marine et de l'aviation, en s'accoudant au bar richement décoré. Harry reconnut Thomas Hawker à l'autre bout, vers sa droite. Il fumait un cigarillo en discutant avec deux femmes bien maquillées. Harry alla vers lui, il le scruta de son regard froid, et en se retournant, il vit Kouroudakis, dit le grec, voulant s'esquiver. Harry courut vers lui et le rattrapa et saisissant son poignet, il lui dit « Un instant, mon ami, d'un ton sec, viens avec moi une minute. » Les yeux sans vie, il fit appeler Hawker et lui dit « Tu connais ce barbu ?» Hawker le regarda l'air incompris et jeta un oui, en soufflant l'air gêné. « Et toi, le grec, tu connais ce type ?» relança le général Kouroudakis, lui dit « Je ne suis pas grec, vraiment, général. On me surnomme le grec, mais je ne le suis pas. » « Où vous êtes-vous rencontrés tous les deux? Dites-le-moi et vite, fit le général. Le grec expliqua que Hawker était une nouvelle connaissance de la soirée et rien de plus. Non, 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 insista le général Harry. Vous avez les plans de cet avion, reprit-il. Vous êtes complice, continua-t-il. Yanis Kouroudakis sortit une arme. La foule s'étonna en un « oh » admiratif. Mathusalem plaça un revolver de l'armée sur la tempe du grec. Anthony sortit une arme qu'il dirigea vers le grec. Ben sortit un portable. Il contacta la military police. La foule présente applaudit. Hawker bafoua des paroles. « Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas ce qu'il y a. Tout ce que je sais, c'est que j'ai été enlevé. Je veux un avocat, criait-il. « Ok, ok, reprit le général. » Un groupe de policiers en civil entra dans les lieux. Un homme d'âge mûr tendit sa carte vers le général. « Général, je m'appelle Summers et je représente l'FBI, dit-il. « Bien, lieutenant, arrêtez ces deux hommes. Ils sont suspects de crimes envers le gouvernement des États-Unis. » Après l'interrogatoire, je voudrais les voir et leur poser quelques questions, déclara le général. « Bien, général, nous nous en chargeons, répondit le lieutenant Summers. Une voiture de police démarra dans la nuit. Nos quatre amis, Stevenson, Mathusalem, Ben et Anthony, reprirent le chemin de retour vers le domicile du général. La Willis ronflait dans la nuit. Son vieux moteur pétaradait. « Sacrée soirée, fit le général Harry Stevenson. »« Ouais, répondit Ben en tirant des bouffées de son gros cigare. À l'aube, le général rédigea un rapport. Il décida d'interroger Kouroudakis et Hawker en privé. Le lendemain, Kouroudakis et Hawker eurent respectivement droit à un avocat, un certain Dick Henson, homme de couleur aux cheveux blancs. Il avait la soixantaine dépassée. Il était 10 heures du matin et le tribunal était militaire. Le juge Hardy prit la parole. « Accusé, levez-vous. Levez la main droite et faites serment de dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Dites, je le jure. » Hawker se leva, il leva sa main droite et dit « Je le jure. » Le général Stevenson prit le rôle de procureur. Dickinson prit la défense de l'accusé. Stevenson s'adressa au juge. « Votre honneur, je voudrais, si vous me le permettez, poser des questions à l'accusé. » Chapitre 4. Une mission aérienne. « Monsieur Hawker, connaissez-vous Yanis Kouroudakis ici présent? »« Oui, répondit Thomas. »« Où, et je demande le lieu, dans ma question, l'avez-vous vu la première fois de votre vie? » Répondez, dit Stevenson. « Je l'ai vu la première fois sur une plateforme sous-marine pouvant accueillir des avions, lança l'armateur. »« Et vous, Kouroudakis, connaissez-vous Thomas Hawker ici présent? » dit le général. « Non, déclara Kouroudakis. » L'assemblée fit un bruit, un brouhaha typique des audiences de justice. « Vous niez ce fait, reprit Stevenson. »« Je ne le nie pas, lâcha Kouroudakis. Donc vous connaissez cet homme avec nous ici présent, expliqua Stevenson. »
Je ne nie pas le fait, je ne mens pas, je ne le connais pas, expliqua Kourotakis. Objection, votre honneur, sursauta l'avocat de la défense. Accordé, allez-y, fit le président de la cour. Je prie le procureur de poser la question différemment, lança le président. Où avez-vous vu Thomas Hawker la première fois, relança Stevenson. Je l'ai vu la première fois au club La Dent de Diamant, le soir même où le général nous a arrêtés, avoua Kourotakis. Pourquoi avez-vous sorti votre arme, Yanis Kourotakis, reprit le général en chef d'accusation. Je le dis et je le redis, c'est un moment de peur et de perte de sang-froid. Je me suis senti dans l'insécurité, expliqua le grec. Qu'est-ce que l'insécurité, reprit le général Stevenson. Objection, votre honneur, déclara Dickinson. Objection rejetée, dit le juge. Continuez, lança le juge. Pourquoi vous êtes-vous senti dans l'insécurité, reprit l'accusation. Parce que j'ai été enlevé par la force, expliqua le grec. Oh, fit l'assemblée. Je demande la parole, fit la défense. La parole est à la défense, fit le juge. Il martela la table pour réclamer le silence. Monsieur Kourotakis, comment pouvez-vous nier le fait que Monsieur Thomas Hawker ici présent vous est inconnu, alors que Monsieur Hawker, armateur de son État, déclare le contraire? Comment Monsieur Thomas Hawker peut-il être sûr et bien sûr vous avoir vu sur une plateforme aéroportuaire sous-marine? Il y a donc un différend flagrant entre vous et lui, ceci est clair. Oui, répondit le grec. Mais, hésita le grec. Mais, fit l'avocat. Mais quoi, reprit l'avocat de la défense. Mais il me semble que c'est quelqu'un d'autre, fit le grec. Comment cela, expliquez-vous, continua la défense. C'est quelqu'un qui pourrait être mon sosie. Oh, fit l'assemblée. Votre sosie, s'interrogea la défense. Oui, peut-être, déclara le grec. Avez-vous déjà vu votre sosie dans la réalité, dit l'avocat de la défense. Non, reprit le grec. Expliquez-vous, soyez détendu, je vous prie, reprit la défense. Je suis menacé par des inconnus qui sont dans l'anonymat le plus total. Je souffre parce qu'ils me mettent dans une situation infernale et illogique. Continuez, reprit la défense. Ces forces anonymes et secrètes veulent me rendre fou, et je ne les connais pas. Avez-vous les plans de l'avion militaire dérobé pendant le voyage de Thomas Hawker, déclara le procureur. Objection, fit la défense. Objection accordée à vous, monsieur Dickinson, reprit le juge. Ces deux personnes ne se connaissent pas. Je conclurai donc qu'il y a une machination contre eux. Yanis Kourotakis a été doublé par un procédé classique chez les puissants. La chirurgie esthétique ou même le clonage humain, voilà la défense. Ces puissants ont pensé à tout sauf à une seule chose, votre honneur, compléta la défense. Laquelle, questionna le juge. Les empreintes digitales, souffla l'avocat de la défense. Il y eut un formidable applaudissement dans la cour militaire. Les empreintes digitales ne concordent pas, il y a donc plusieurs Grecs. Les empreintes digitales relevées sur l'arme dont le général Stevenson a été menacé ne sont pas celles de Yanis Kourotakis comparées à celles trouvées sur les microfilms, conclut la défense. Le laboratoire est formel, reprit la défense. Le juge Hardy prit la parole. Messieurs les jurés, mesdames et messieurs, compte tenu des faits et en ces circonstances, je déclare Thomas Hawker innocent. Pour le cas de Yanis Kourotakis, les preuves de son innocence devront être établies, car j'estime clair et juste d'ouvrir l'enquête pour établir l'existence de sosie ou d'un quelconque trafic ou fraude concernant le grec, chirurgie esthétique ou même clonage humain. Merci. Le juge frappa 3 coups de son marteau et dit « L'audience est levée ». Kourotakis eut un sourire vainqueur. Il y avait probablement plusieurs sosies du grec. Le général Stevenson décida de contacter le FBI pour s'informer davantage sur cette étrange affaire. Kourotakis fut innocenté après le déroulement des enquêtes. Il fut mis en liberté. Le général Stevenson ouvrit alors une petite enquête par l'intermédiaire d'un certain Max Peters, détective privé. Il le reçut seul chez lui. « Max, vous êtes un ami de longue date. Je voudrais vous demander de bien vouloir enquêter incognito sur cette étrange affaire, dit le général américain. Je vous serai probablement utile, reprit le détective. Je veux que vous éclaircissiez certains points sombres devant la cour de justice. Il a été question de doublure ou sosie du grec. D'autres personnes se seraient substituées à Yanis Kourotakis. La photographie n'est pas un montage. La disquette informatique contenant les plans du super drone faite par les services de sécurité prouve que les microfilms retrouvés sur le corps de Karla Rudowski n'innocentent pas vraiment le grec. Il a été prouvé que Kourotakis ne connaissait pas, car là, selon toutes les enquêtes, aucune liaison n'a pu être établie, et Thomas Hawker avance des hypothèses invraisemblables. Nos labos les plus perfectionnés sont dans l'impasse, Max. Toute la documentation audiovisuelle fournie par nos services de renseignement bute sur cette affaire. Essayez d'établir l'existence de sosie de Kourotakis, continua Harry. Il tendit une boîte de cigares au détective privé. Celui-ci prit un long cigare, le roula entre ses doigts, le mouilla, salivant sa forme, et après l'avoir passé sous le feu d'une allumette, tira quelques bouffées. Le détective reprit. Cela ne va pas être facile de les coincer, toutefois je ferai tout mon possible. Le général se servit une tequila glacée.
Je te souhaite la réussite, cher ami. Et une forte récompense pour établir toutes ces relations cachées, répondit Max en clignant de l'œil. Puis il se leva et tendit sa carte où s'inscrivait son numéro de téléphone en caractères noirs et gras. Harry Stevenson l'a mis dans sa poche. Il regarda le privé longuement et lui dit « Si l'enquête réussit, c'est 5 millions de dollars que je te promets, Max. » Max Peters